Ladies and gentlemen, please welcome CEO, Africa Consulting and Trading, Ibrahima Sheikh Diong. Good morning, good morning. It is delightful to be back in this beautiful country called Gabon for the New York. Je suis ici dans ce beau pays, le Gabon, pour le New York Forum Africa 2015, dans ce beau pays de flyafrica.com. Nous sommes ici dans les secteurs les plus importants de l'économie africaine, l'énergie. Comme vous le savez, si on n'arrive pas à régler nos problèmes d'énergie, nous ne pourrons pas nous développer comme nous le souhaitons. Nous ne pourrons pas augmenter le niveau de vie des personnes. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, l'accès à l'électricité en Afrique, 99% de l'accès est limité. Ceci peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. Un manque d'innovation, un manque de bonne gouvernance. Mais la réalité est la suivante. Si nous n'augmentons pas cet accès à l'énergie, eh bien, nous aurons des problèmes. Je suis content de faire venir maintenant sur scène, venant du Ghana, venant de l'Inde, venant de Washington, des experts qui ne vont pas nous parler des problèmes, mais qui vont nous parler des solutions. Comment nous allons pouvoir résoudre ce problème d'accès à l'énergie en Afrique. Je vais commencer par le Dr Nabai. Vous dirigez l'association Énergie africaine. J'aimerais que nous regardions ensemble quelques solutions pratiques. Merci beaucoup. D'abord, en tant qu'Africaine, je regarde toujours tout ce que je fais et je commence ma discussion et les débats par une chose. Et un dicton africain qui dit, dans l'absence d'un crocodile, eh bien un lézard fera ce qu'il y a à faire. Quand je regarde l'Afrique d'une façon globale, vue d'un point de vue occidental, pour faire des affaires sur le continent africain, nous devons regarder les ressources énergétiques. Chaque partie du continent africain, la partie orientale, la partie occidentale, la partie nord, la partie sud. Dans le nord, l'Algérie, la Tunisie a très bien travaillé avec le gaz, avec l'industrie et l'exploitation du gaz. En Occident, sur la partie occidentale de l'Afrique, le Nigeria travaille beaucoup dans le domaine du pétrole et du gaz. L'Angola, le Gabon également. Si l'on prend la partie septentrionale, on se rend compte que, par exemple, on est déjà dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique du Sud, par exemple. Il y a également un certain nombre de réserves très importantes de gaz naturel. Un investisseur américain a, par exemple, investi massivement au Mozambique. Pour l'Afrique de l'Est, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie et il y a maintenant du gaz naturel avec d'importantes réserves. En Éthiopie, il y a l'énergie hydraulique. Donc en fait, quand on regarde l'ensemble de ces cadrans de l'Afrique, on se rend compte qu'il y a des ressources partout. Maintenant, comment fait-on pour que ces ressources soient abordables pour tous ? Et comment fait-on pour y accéder? Une banque a produit un rapport qui dit que ce secteur demande plus de 300 milliards d'investissements. Tout investisseur qui voit des opportunités va venir.
power sector on the continent. Tout le secteur de l'énergie est extrêmement important. Alors donc, comment est-ce que l'Afrique peut faire cette avancée? Nous avons besoin de transfert de technologie, nous avons besoin d'équipes qui vont pouvoir être formées dans tout le domaine des infrastructures, que ce soit dans l'ensemble des énergies renouvelables, gaz ou autres. Je suis en faveur de ce qui s'appelle Grand Inga, qui sera le plus grand barrage au monde, plus grand que le barrage chinois sur la rivière Yangtze. Et je pense que ce barrage, le plus grand du monde, c'est ce dont l'Afrique a besoin pour changer de paradigme, passer à une autre dimension. Il marchera en 2030, il produira 40 000 mégawatts. Et nous voulons y mettre 52 turbines, chaque turbine produisant 750 mégawatts. Et en fait, ça va fonctionner de la même façon que les autoroutes aux États-Unis. Ce grand barrage sera la super autoroute du continent africain. Nous pensons que c'est ce dont l'Afrique a besoin pour faire un grand saut en avant dans la gestion de son énergie. Puis, une fois que ce barrage sera construit, il faut mettre en place l'infrastructure qui permet que les personnes en profitent. Très bien. Maintenant, Monsieur Ruben Atakpe, vous êtes le directeur exécutif de la compagnie qui s'appelle Merchants Company of West Africa. Est-ce que vous avez des solutions durables? Merci. Ce qui est vrai, c'est que l'infrastructure et l'énergie, c'est vraiment un investissement à long terme. Il n'y a pas de court terme. Je viens du Ghana. Il y a 50 ans, nous avons construit un barrage représentant 10 fois la capacité de courant nécessaire en Ghana et nous avons exporté vers l'Afrique de l'Ouest. Alors, depuis, on a dit que cette infrastructure avait coûté beaucoup trop cher, mais aujourd'hui, aucun Ghanéen ne se permettrait de dire qu'on a dépensé trop d'argent. On a mis 25 ans à y arriver, puis à s'habituer à une abondance de ressources. On est sorti des énergies thermiques. Un des nouveaux défis que nous avons, c'est le fuel, donc la prochaine phase au Ghana. Un des projets que nous avons est de mettre en place la première installation d'importation d'énergie dans notre pays, dans la partie sud. Nous devons, pour faire cela, le pétrole brut est aujourd'hui peu cher, mais rappelez-vous qu'il y a quelques mois, c'était horriblement cher. Et donc les différences de prix peuvent avoir un impact énorme. Donc il faut qu'on structure bien ces projets. Tout le monde dit c'est trop gros, ça va coûter trop cher, mais demandez à la plupart des gens au Ghana. Au cours des 18 mois, on a eu par moments du rationnement de courant. Non, il y avait 12 heures pendant lesquelles ça fonctionnait et 18 heures pendant lesquelles ça ne marchait pas. Et pourtant, on est des exportateurs nets d'énergie vers la Côte d'Ivoire, vers le Burkina Faso. Et ces pays souffrent parce qu'on n'a plus assez de puissance et d'énergie pour nous. Cela a évidemment un impact sur les hôpitaux. 40%, nous ne pouvons pas fournir 40%
des hôpitaux et des infrastructures publiques en eau, parce qu'on n'a plus l'énergie pour transporter l'eau. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'électricité s'occupe de tout, enfin, prend tout en charge. Il y a quelques années, nous étions à un quart d'utilisation de l'électricité, mais maintenant, tout passe par l'électricité, et donc on peut avoir par moment des problèmes d'alimentation et d'accès. Donc il faut faire énormément de planification, de programmation. Il ne faut pas faire de surévaluation parce qu'on peut avoir besoin d'exporter vers d'autres pays. Donc c'est compliqué, complexe, et ça touche en fait toutes les facettes de notre vie de tous les jours. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut diversifier les sources d'énergie et les différentes énergies de telle façon qu'à un moment donné, vous n'ayez pas d'impact négatif ni sur la consommation, ni sur le PNB. Alors, autre perspective, M. David Welch, président Europe, Afrique et Moyen-Orient pour Bechtel et ex-secrétaire d'État assistant international à l'Organisation Affairs. Qu'est-ce que ça vous dit good morning, everybody. Yes, Power of Africa. Oui, eh bien ici je suis la seule personne dans le domaine de la construction. Je travaille pour Bechtel. On construit des choses dont entre autres des usines, par exemple des barrages, des installations solaires, des usines nucléaires, des centrales nucléaires. Donc j'ai deux choses que je voudrais dire ici. Et ça a déjà été dit bien. Ce que l'on sait dans toutes les usines, ce qui est commun à toutes les usines que nous construisons, c'est qu'il faut que quelqu'un les paye. Il faut qu'on les achète, n'est-ce pas? Et c'est ça la partie compliquée. Quand vous dites Power Africa, donner du pouvoir à l'Afrique, c'est difficile d'arriver à un consensus. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un leadership et de la discipline dans mon secteur. Ça veut dire que si vous faites quelque chose, vous devez le faire de la façon dont le client l'attend. Il faut que ce soit prêt à temps, il faut que ça fonctionne, il faut que ça respecte les normes et législations. Alors, c'est là que ça devient souvent compliqué, parce qu'on sait que derrière, on fournit l'électricité. Et on sait que quelquefois, il n'y aura pas la croissance attendue, parce que ça peut être considéré, l'électricité, comme quelque chose qui va d'abord coûter en termes d'investissement. Donc il faut pouvoir effectivement le faire et payer. Alors, Bunker Roy. Maintenant, vers qui je me tourne, je vous connais depuis plus de 20 ans et je suis très heureux de vous voir ici, toujours là, travaillant en Inde, à l'électrification de villages de façon très très différente, puisque en fait, ce que vous faites, c'est que vous donnez aux villageois la main, si je puis dire, vous leur donnez le pouvoir. Oui, je dois dire que je dois être le seul Indien qui a été dans 34 villages isolés qui n'ont pas d'électricité en Afrique. Et je dois dire que ce que j'ai vu est intéressant. Quelle est la façon la plus puissante de communiquer aujourd'hui? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est le fax? Non, c'est une femme. Aujourd'hui, je suis allé dans ces villages non électrifiés. On est arrivé à la conclusion que les hommes
Men are compulsively mobile. Ils n'arrêtent pas de bouger, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils sont ambitieux et eux, ils veulent de l'électricité. Et ils veulent avoir un certificat. Et dès que vous leur donnez un certificat en Inde, il va monter à la ville. Donc les hommes, franchement, la conclusion c'est que on a commencé à former les grands-mères entre 35 et 50 ans, des personnes qui sont illettrées, qui n'ont jamais quitté leur village, et on les amène en Inde à ce collège qui s'appelle Barefoot College. Et en 6 mois, sans utiliser le langage écrit, on les forme à être des ingénieurs dans le domaine de l'énergie solaire. Et elles retournent dans leur village. Et aujourd'hui, il y a 300 grands-mères dans 34 villages en Afrique qui sont les seuls ingénieurs dans le domaine solaire en Inde. Not one failure. Et ça a marché à chaque fois. On leur apprend, en fait, on les forme avec le langage des signes. Et toutes sont retournées et ont mis en place de l'énergie solaire, de l'électricité solaire dans leur village. Il y a maintenant plus de 10 000 maisons qui sont éclairées comme cela. J'ai un accord extraordinaire avec le gouvernement de l'Inde qui fait que ces grands-mères, on leur paye, ce gouvernement leur paye leur ticket d'avion, leur logement. Donc, si vous avez dans votre continent des villages non électrifiés et que vous avez des grands-mères dans ces villages, venez me voir. J'ai toujours dit que la solution se trouvait auprès des bonnes mamans et des grands-mères. Eh bien, écoutez, c'est maintenant le moment des questions venant de vous. Donc, il y a les micros qui vont circuler et on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions dès qu'elles auront été posées. Christopher Mark. Thank you. Quick question. Merci. Practical trade-off between Question thermal rapide. power and some of the harder choices. Différence entre l'énergie thermale et l'énergie renouvelable au Ghana. Autre question. So short to the point so we can get your answers. Alors, court si vous voulez avoir une réponse. Bonjour à tous. Donc, on va dire j'ai 2 questions. Déjà, comment définir en fait l'énergie en Afrique? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs Afriques énergétiques. Parce que l'importance, il y a aussi l'importance des disparités en fait. Parce que si on voit par exemple dans l'Afrique du Nord, le taux d'électrification est supérieur aux pays des subsahariens. Voilà. Donc, deuxièmement, tout à l'heure, le monsieur parlait de diversifier les sources d'énergie. Alors, pouvez-vous nous préciser dans quel type de projet investir? Parce que, partant d'un point commun entre les projets que vous avez pu étudier, et à contrario, est-ce qu'il y a des secteurs où il faut éviter, en fait, d'investir? Bien entendu, on sait que tous les projets d'énergie contribuent, bien entendu, au développement d'un continent, mais pour ce qui est des projets très locaux, qu'en est-il? Voilà. Excellent. Some great questions. Let's start with you, Dr. Damai. How do you define energy in Africa? Comment définissez-vous les différentes formes d'énergie, l'énergie en Afrique? So, that should be answering her question. Eh bien, cela devrait répondre à quelques questions. L'énergie, dans le contexte africain,
c'est la production de puissance pour tout ce qui va être l'électricité, pour le transport, pour faire la cuisine. Donc ça peut être le gaz naturel, ça peut être les véhicules qui circulent avec un moteur au gaz. Je vais vous donner un exemple. Au Nigeria, on a mis en place une initiative de gaz qui doit aider pour que les gens n'utilisent plus les brasero, les feux de bois pour la cuisine, et d'utiliser le gaz naturel qui est disponible dans ce pays. Donc utiliser cela pour remplacer, comme je l'ai dit, les énergies fossiles de bois qui polluent plus. Ça dépend de là où vous êtes, de votre localité, de la région et de là où vous pouvez produire. Donc, encore une fois, puissance électrique, la cuisine, la cuisson, le transport. Au Ghana, qu'est-ce que c'est? Au Ghana, la législation dit qu'en 2020, 10% de l'ensemble des énergies doit être des énergies renouvelables. Ça, c'est le but. La réalité est que plus de 80% de la population rurale a de l'électricité. Et donc, l'accès et la source de production d'électricité devient extrêmement importante. Est-ce que c'est l'industrie qui devrait avoir accès aux prix les moins chers parce que c'est elle qui crée des emplois, ou bien est-ce que, pour des raisons politiques, la population rurale doit avoir d'abord accès à des prix bas d'électricité? Donc maintenant, pour répondre à votre question d'un strict point de vue de coût, c'est là on doit aller vers l'énergie thermique. On est d'accord que c'est quand même un peu moins cher. Alors, vous, quelles sont les opportunités que vous voyez dans ce secteur? Alors, pour reprendre ce qui a été posé comme question, il y a une différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, ne serait-ce qu'en termes d'accessibilité. En Égypte, par exemple, qui est peuplé, mais qui n'est pas très riche, l'électricité est à un prix accessible et la majorité de la population y a accès d'ailleurs. Ça n'est pas parce que c'était une décision, ça n'est pas à la suite d'une décision politique. Je crois que maintenant, ils ont les mêmes problèmes qu'au Ghana. Il faut diversifier, les utilisateurs sont très différents les uns des autres, mais la capacité d'accès à l'électricité de ces personnes c'est également modifié. Et encore une fois, je veux dire, à la fin de la journée, il faut bien que quelqu'un paye. Et ça, c'est vraiment une décision politique. Le faire, ça, c'est facile. C'est la réponse politique. Avant cela, qui est difficile de toute façon que des sociétés comme la nôtre puissent travailler. Alors, si l'on regarde ce que vous avez mis en place en Inde, est-ce qu'on peut le répéter, le dupliquer en Afrique, ou ce que vous avez commencé à faire? Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe? Je crois que la réponse en Afrique ne doit sûrement pas une réponse
centralisée. Ça doit être une réponse qui vient de la base. C'est la communauté elle-même qui peut prendre ces décisions, qui doit s'approprier le projet. C'est ce qui se passe en Inde. À partir du moment où la technologie est accessible au niveau de la communauté, ces grands-mères solaires, comme on les appelle, eh bien, mon Dieu, elles sont aussi bonnes que n'importe quel expert qui ont 6 ans d'expérience dans ce domaine. Elles installent, elles font fonctionner. Donc pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à sous-estimer les capacités des communautés, la capacité des gens? Donc en fait, je me rends compte qu'en fait, on peut régler les problèmes directement auprès des gens et des communautés. Donc, si je reviens dans ce sens-là, je vais reposer des questions. Et la question, c'est celle-là. S'il y avait une chose qui permette de régler les problèmes, ce serait quoi? Contenu local pour un développement d'énergie durable. Alors, pour vous, planifier, penser large, mais pour la mise en œuvre locale. Le Ghana, après l'Afrique du Sud, a le second taux de pénétration d'électricité. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Les communautés locales ont contribué fortement. Donc, il y a un enjeu important au niveau des communautés pour l'accès à l'électricité. Non, moi, je n'ai pas de solution magique. Encore une fois, le leadership politique est extrêmement important. La prise en compte du contexte environnemental, le fait que ça doit être une solution durable. Quelquefois, je me dis, flûte, pourquoi on sait ce qu'on devrait faire. On dit voilà ce qu'on va faire, alors que on regarde tout ce qui est disponible. Tout ce qui est disponible n'est pas ce qui finalement va être choisi. Il faut d'abord quand même partir de cela, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à notre disposition et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc en fait, clairement, c'est assez simple quand on le dit. C'est prendre la décision et ensuite, quelle que soit cette décision, la mettre en œuvre. Chacun a tous les éléments pour bien réussir. Alors, vous avez un mandat de la part du gouvernement indien. Imaginons que vous ayez la même chose en Afrique. J'ai qu'un seul message. J'ai été dans 34 régions, j'étais dans 34 pays en Afrique. Ne sous-estimez jamais les grands-mères, parce que ce sera les seuls ingénieurs dans le domaine solaire. Et ça sera une solution à long terme, je peux vous le dire. Bien, ce débat, cette discussion pourrait continuer toute la journée parce que c'est tellement passionnant, mais ceci pourrait nous prendre du temps. Donc ce que moi je retiens, c'est que l'opportunité qu'on a d'avancer fortement et rapidement. Deuxièmement, il est temps que nous diversifions nos sources d'énergie. Et si nous n'avons pas ces sources d'énergie, nous sommes coincés. Et enfin, comme cela a été dit, il faut bien que quelqu'un le paye. Donc ça ne va pas se faire avec l'argent des gouvernements. Ça, pas seulement, ça sera également fait avec l'argent du secteur privé. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'engagement de nos gouvernements, les environnements et le contexte juridique nécessaire. On en a parlé ce matin, l'arrêt de tout risque de corruption possible. Et enfin, comme cela a été dit, et cela que nous pouvons garder comme idée, si nous voulons que notre économie puisse avancer comme nous le souhaitons,
que ce soit dans un milieu urbain ou dans un milieu rural. Je trouve que la solution de Bankroy est bonne. Les personnes qui sont dans la communauté localement ont tout en main pour trouver la solution. N'oubliez pas, cet après-midi, les sessions que nous aurons plus spécialisées où nous pourrons continuer notre discussion. Merci beaucoup. Well done.